Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public qui va prendre une forme un peu particulière. Le nom de Marc Bloch est dans tous les journaux et sur tous les plateaux de radio et de télévision. L'étrange défaite, son livre, qui d'ailleurs n'a pas été baptisé ainsi par lui, mais son livre est une référence qu'on voit aussi courir partout, et il s'agit d'une analyse particulièrement précise et sévère de l'état de la République juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes demandé, avec Jean-Louis Bourlange et Marc-Olivier Padis, nous sommes demandé dans quelle mesure cette référence était justifiée et dans quelle mesure il fallait s'en éloigner et lui apporter d'autres précisions. C'est ça qui sera notre sujet d'aujourd'hui en deux fois, si je puis dire. Un premier sujet autour de Marc Bloch lui-même et de la figure qu'il représente, aussi bien comme historien que comme homme résistant, et la deuxième sur la République. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro s'intéresse précisément à Marc Bloch sous le titre « Marc Bloch, cette France qui résiste », et il est ainsi chapeauté 12e figure de la résistance au nazisme et premier historien universitaire à faire son entrée dans la nécropole du Temple de la Nation française. Marc Bloch, auquel est consacré ce numéro du 1 hebdo, est une personnalité inspirante, un homme prudent et modéré, que la passion de la République a conduit à des actions héroïques. Mercredi, nous mettrons en ligne le deuxième des 3 enregistrements avec Patrice de Montcamp, historien, économiste et spécialiste des passages couverts, enregistrement qui porte précisément sur ces passages longtemps abandonnés et redevenus aujourd'hui un must pour beaucoup de Parisiens et de touristes. Galerie Véro-Doda, passage Choiseul, Galerie Vivienne, passage du Grand Cerf, passage des Panoramas, passage Jouffroy et passage Verdot, ils sont à l'ombre en ce moment, et aussi passages encore délaissés comme le passage du Caire ou le passage du Ponceau. Toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique ou compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement, vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mercredi. Venons-en à Marc Bloch. C'est en 2006, il y a donc 20 ans, qu'une tribune d'historiens publiée par Le Figaro réclama l'entrée au Panthéon de Marc Bloch. Elle aura donc lieu avec celle de son épouse, Simone Vidal, 20 ans plus tard. On peut regretter cette attente. Étienne Bloch, le fils aîné de Marc, et son interlocuteur privilégié. Étienne Bloch, lui-même résistant à Lyon avant de s'engager dans le FFI, puis de rejoindre la 2e division blindée, était encore de ce monde, en 2006, il n'est mort qu'en 2009. Résistant, historien, rationaliste, républicain, critique des mythologies nationales et profondément patriote, Marc Bloch échappe aux catégories trop simples. Grand médiéviste, auteur des Rois thaumaturges en 1924, des caractères originaux de l'histoire rurale en 1931, de la société féodale en 1939 et aussi d'une réflexion posthume sur son métier d'historien, apologie pour l'histoire, Marc Bloch a ouvert l'histoire aux apports de la sociologie et de l'ethnologie dans une démarche qu'on a appelée ensuite interdisciplinaire et à l'époque fort novatrice. En 1920, il noue amitié avec son collègue historien Lucien Febvre. Leur complicité intellectuelle les amènera à fonder les Annales d'histoire économique et sociale, dont le premier numéro paraît en janvier 1929. La revue exercera une influence considérable sur plusieurs générations d'historiens. Républicain convaincu, Marc Bloch partageait les idéaux socialistes. Il adhéra à la SFIO sans pour autant se signaler ni par son militantisme ni par ses prises de position publiques. En 1934, il signe avec Lucien Febvre le manifeste du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, mais il juge le texte indigent. En 1936, il soutient le Front populaire contre la bourgeoisie d'argent, mais il critique Léon Blum et les syndicats, et il n'aime pas les communistes. Homme d'action et de responsabilité, Marc Bloch s'est battu en 1914, il s'est réengagé en 1939 alors qu'il n'en avait aucune obligation, loin s'en faut. En 1940, à chaud, il écrit Témoignage, qui deviendra L'étrange défaite, une analyse au scalpel du désastre de 1940, où il montre que le pays a été battu parce qu'il était déjà défait de l'intérieur.
L'ouvrage paraîtra à titre posthume en 1946 et ce procès-verbal implacable se décompose en 3 chapitres: présentation du témoin, déposition d'un vaincu, examen de conscience d'un Français. Dans cet ouvrage, l'historien de 53 ans ausculte la société de l'entre-deux-guerres, sa course vers l'abîme, et en appelle à une responsabilité autant individuelle que collective. Il y fustige des stratèges dépassés qui, comme en 1914, lorsqu'ils se référaient aux guerres napoléoniennes, n'ont rien compris à la guerre de mouvement en 1939. Il assemble les pièces d'un puzzle en historien du contemporain et il procède à la mise en perspective des événements. Pointant notamment la bureaucratie, il n'épargnait personne, ni l'armée, ni les civils, ni la droite, ni la gauche, ni la bourgeoisie, ni ses contempteurs marxistes. Je cite, « Les défaillances du syndicalisme ouvrier n'ont pas été dans cette guerre-ci plus niables que celles des états-majors. » Il déplorait le fait qu'on n'a pas assez travaillé dans les fabrications de guerre. Il relevait les failles de l'éducation, de l'instruction, de l'esprit de curiosité en général. Après avoir écrit l'étrange défaite, persécuté parce que juif, insoumis parce que patriote, le vieux Sorbonnard est entré en 1943 dans la Résistance, arrêté en mars 1944 par la Gestapo, torturé à la prison Montluc à Lyon. Il a été fusillé le 16 juin 1944 à l'âge de 57 ans. Sur cette question, Jean-Louis Bourlanges. Oui, c'est le ressurgissement de Marc Bloch dans notre conscience actuelle est évidemment c'est un peu l'hommage que le vice rend à la vertu, c'est-à-dire l'ensemble de nos défaillances qui, à bien des égards, reproduisent les défaillances de la société de l'entre-deux-guerres, avec évidemment comparaison n'est pas raison, les situations sont totalement différentes, mais l'ampleur du mal est comparable, et à la fois la vertu de l'homme et la qualité de son diagnostic sont effectivement des choses qui ne peuvent pas nous laisser indifférents, parce que ce sont les deux choses qui manquent. Aujourd'hui, on n'arrive pas, il suffit de voir la société politique actuelle pour voir qu'elle a énormément de mal à articuler un diagnostic clair et surtout un diagnostic compréhensible par les Français sur notre situation. Et en même temps, nous voyons bien que les forces qui seraient susceptibles de nous faire franchir cette mauvaise passe sont très défaillantes. Il suffit de voir la façon dont se prépare l'élection présidentielle, où on a en embuscade de chaque côté des forces populistes et au milieu une sorte de magma informe, incohérent, qui ne prend pas la mesure des choses. Dans une de nos précédentes émissions, j'avais dit que le seul candidat qui me paraissait aujourd'hui possible, c'était évidemment Léon XIV. J'avais dit ça par dérision, parce que Léon XIV a, dans sa dernière encyclique, une approche globale, synthétique des problèmes de la société française. Or, ce que nous donne ce qu'on a appelé l'étrange défaite, et qui... le titre est très réussi au point de vue éditorial, parce que ce qui est étrange intrigue, et on a l'impression que c'était pas une défaite nécessaire. Il n'est pas de Marc Bloch. Il a d'ailleurs un côté, il n'est pas très blochien. Bloch est beaucoup plus précis, sérieux, et beaucoup moins romantique, si je puis dire. Il rend ce que dit l'essai en question, c'est bien davantage la nécessaire défaite. C'est-à-dire qu'on voit bien, quand on met en parallèle l'ensemble des dysfonctionnements que repère Marc Bloch, on voit bien que on pouvait pas s'en sortir. Alors, on pourrait faire, je crois qu'il y a certainement une réflexion qu'on peut mener sur l'étrange défaite. On va le faire dans un instant, me semble-t-il. Là, ce que je voudrais souligner, c'est ce qui m'a toujours frappé chez Marc Bloch, c'est qu'il est au confluent d'une sorte de contradiction existentielle, comme on dit maintenant, entre deux exigences très différentes qu'il concilie très bien, mais qui sont portées par des tentations différentes et porteuses de divorces potentiels. C'est son rapport à l'histoire. Toute la vie de Marc Bloch
est la vie d'un républicain de gauche, de sensibilité socialiste, qui s'inscrit dans la grande histoire française telle qu'elle est magnifiée par Lavis, par Michelet, par d'autres, c'est-à-dire la France comme une continuité républicaine, la non-séparation, c'est-à-dire le contraire de Maurras sur ce plan-là, la non-séparation du patriotisme et de l'engagement républicain, avec la même ouverture d'esprit sur le passé. Il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui dirait, comme Ségolène Royal, que la France est née en 1789, comme disait Paul Bert aussi d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui dit, comme Jules Ferry, Mona Ozouf insiste beaucoup là-dessus, que le passé pré-révolutionnaire de la France est quelque chose qui compte énormément, même si Bloch, comme la plupart des républicains, se détache avec, à mon avis, une sévérité excessive de la monarchie au XVIIIe siècle. Mais il inscrit donc, toute sa vie est inscrite dans cette histoire de construction d'un État qui, à travers la monarchie capétienne et la continuation de la République, aboutit en 1870 à cette situation difficile où la République est parfaite, mais la France est amputée des sœurs jumelles de l'Alsace-Moselle. Bloch est alsacien, juif alsacien, il appartient à une famille qui sont des optants, comme on dit, c'est-à-dire qui refusent de vivre en Allemagne et qui fait donc ce choix fondamental de la France. Et il montre, par son engagement personnel, comme celui de son père d'ailleurs, dans son engagement personnel pendant la guerre de 14, puis pour son engagement où il se fait, malgré la limite d'âge, il se enrôle à nouveau en 1939 dans le combat, il montre qu'il est pleinement dans cette histoire républicaine, patriotique, qui est celle de l'histoire de France. Et en même temps, c'est ça qui est fascinant, c'est que la grande révolution qu'il apporte à la science historique, c'est une révolution qui se trouve en rupture avec la naïveté du récit national. Alors là, soyons nets, le récit national ne se confond pas avec cette naïveté, hein, mais bien que les Français, les parlementaires français n'arrêtent pas d'exalter d'une façon un peu idéaliste et sotte l'histoire, la continuité de l'histoire de France, donc elle existe, mais en même temps, tout son apport historique vise à deux choses qui sont absolument essentielles, c'est à réhabiliter la place des forces sociales par rapport au jeu politique, par rapport à l'État, la place des forces sociales. Alors c'est toute force sociale, culturelle. Alors c'est ça s'accompagne Brodel qui analyse les forces profondes de la civilisation méditerranéenne, Lucien Febvre qui pose le problème de l'incroyance au XVIe siècle à travers son étude de Rabelais et qui montre que le problème de l'incroyance ne se pose pas clairement. Ne se pose pas d'une façon compréhensible par nous au XVIe siècle. Et ça, c'est le second aspect j'anticipe un peu ce que je veux dire, c'est le second aspect de la révolution de Bloch. Le premier aspect, c'est cette force sociale. Ça aboutira, par exemple, au livre de Goubert, qui a fait Louis XIV et 20 millions de Français, et qui montre que ce règne de gloire, dont on a en plus célébré ces derniers jours la mémoire. Il faudrait dire que derrière le banquet offert à Trump, il y avait quand même toutes les souffrances de la population française au début du XVIIIe siècle, qui a payé très cher la construction et l'achèvement du palais de Versailles. Il y a donc cette société. Et le second aspect, alors sur ça, je veux dire que ce qui a suivi montre que la génération suivante, celle des Furet, des Leroy-Ladurie, des Duby, a réintégré la culture sur l'État. Et la deuxième chose, qui est très importante, c'est le refus fondamental de l'anachronisme. C'est-à-dire cette facilité qui consiste à attribuer aux gens du passé les caractéristiques de notre société, ce qui se lisait par cette formule que j'ai toujours trouvée hilarante, nous autres Français du Moyen-Âge qui préparons activement la Renaissance. Et lui, il restitue, quand il analyse la liberté des serfs à l'époque des débuts de la monarchie capétienne, quand il analyse la structure rurale, il restitue
au passé sa dimension, mais, et je termine par là, ça ne veut pas dire qu'il se coupe aussi de l'esprit contemporain, de la réalité contemporaine. Il sait très bien qu'il y a des permanences, mais il refuse absolument cette facilité de l'anachronisme et il pense que l'histoire, c'est l'histoire qu'il définit comme la science du temps des hommes. Il montre bien que c'est cette articulation entre des continuités profondes et des ruptures qu'il ne faut pas sous-estimer qui sont alors... De ce point de vue-là, effectivement, sa lecture historique n'est pas exactement la même que sa pratique de l'histoire de France. Marc-Olivier Padis. Effectivement, je repartirais d'abord du point de départ de Jean-Louis Bourlange. C'est évident que la célébration de Marc Bloch aujourd'hui est liée au sentiment de péril politique qu'on peut avoir dans la perspective des prochains rendez-vous électoraux et de la menace que représente l'extrême droite sur la République française. Et dans une certaine mesure, on peut penser que la volonté de faire rentrer Marc Bloch au Panthéon est une manière de conjurer ce péril en célébrant une France républicaine résistante, savante, qui pourrait, dont il faut valoriser l'héritage. On peut... Alors, on sait donc que l'idée d'un transfert de Marc Bloch au Panthéon a été préconisée depuis longtemps. Et en fait, elle ne s'est pas, c'est intéressant à rappeler, je trouve, faite au moment sous la présidence de Nicolas Sarkozy, parce que la famille de Marc Bloch s'y est opposée, parce qu'elle était à l'époque choquée par la manière dont un des conseillers plumes de Nicolas Sarkozy, Henri Guénaud, avait... sans scrupule, récupérer politiquement Marc Bloch. Il voulait fonder une fondation Marc Bloch et la famille s'y est opposée. Et donc, c'est aujourd'hui, dans un contexte politique qui est plus conforme aux engagements personnels de Marc Bloch, que cette entrée au Panthéon peut se faire. Quelques remarques aussi sur l'entrée au Panthéon, parce que, évidemment, comme l'a dit Jean-Louis, je reviendrai là-dessus, on peut observer une espèce de tension entre l'entrée au Panthéon, qui est le fait d'intégrer dans un récit national. Alors, je ne sais pas s'il faut craindre qu'il soit naïf, mais de toute façon un peu mythologisé, un peu célébré, un peu simplifié aussi. Un historien qui est connu pour l'histoire-problème, c'est-à-dire de problématiser des questions, des interrogations qu'on pose au passé. Mais Marc Bloch lui-même, dans L'étrange défaite, remarquait qu'une des faiblesses de la République, c'était son incapacité à créer des célébrations. Et il écrit « Ce n'est pas un hasard si notre régime n'a jamais su donner à la nation des fêtes qui fussent véritablement celles de tout le monde. » Et on sait que l'idée, dès la Révolution française, de faire entrer des grands hommes au Panthéon, c'est de trouver justement la fête révolutionnaire, des moments d'unanimité, de célébration. On connaît l'article de Mona Ozouf sur la fête révolutionnaire dans les lieux de mémoire de Pierre Nora. Et Mona Ozouf, dans ce même volume, avait fait l'article sur le Panthéon, où elle parle d'un échec. L'échec du Panthéon à créer de l'unanimité dans un pays qui est divisé. Et aujourd'hui, c'est la question qui est posée, alors que les clivages politiques semblent plus présents que jamais. Est-ce que le Panthéon peut nous aider à surpasser dans la mémoire des grands hommes et des grandes femmes, parce que aussi maintenant, notamment lors des dernières célébrations, des femmes sont entrées au Panthéon. Est-ce que ça peut nous aider à surmonter nos clivages? Sous la présidence de François Hollande avait demandé au directeur du Centre des Monuments Historiques, Philippe Bellaval, un rapport sur le Panthéon qu'il a écrit en 2013, dans lequel il parle lui aussi d'échec. Il utilise par exemple cette formule « un monument intimidant, un message indistinct ». Et donc on a une difficulté qui est en lien d'ailleurs avec cette histoire républicaine, à trouver des moments fédérateurs, des moments qui rassemblent et qui célèbrent une France réconciliée, ou en tout cas qui arrive à s'unir dans un certain nombre de figures.
Alors, est-ce que Marc Bloch est une de ces figures qui peut permettre de surmonter les divisions? C'est la question qui est posée par la célébration à laquelle on va assister, qui me semble tout de même bienvenue, parce que c'est une figure imposante, Marc Bloch, un grand savant, un patriote, qui a fait les 2 guerres, soldat de la Première Guerre mondiale, plusieurs fois cité, un résistant, un martyr de la résistance. Bon, il a absolument tous les titres pour rentrer au Panthéon. Ça n'a pas de, on ne peut pas le discuter. Alors je reviens un instant sur les réflexions de Jean-Louis Bourlange sur le rapport à l'histoire. C'est très intéressant, effectivement. Cette volonté de transformer l'histoire, dont la revue Les Annales est en quelque sorte l'emblème, de sortir d'une pratique historique qui consiste à reprendre et enrichir des histoires, des récits finalement, et de construire une histoire problème qui, effectivement, laisse une grande place à l'histoire sociale. D'ailleurs, aussi dans L'étrange défaite, dans son examen de conscience, Marc Bloch dit on a accordé beaucoup trop d'importance aux questions politiques et pas assez aux questions sociales. Et puis, une dimension aussi qui est présente dans ses travaux historiques, comme dans L'étrange défaite, qui est la volonté de décrire ce qu'il appelle dans L'étrange défaite l'ambiance psychologique. Et dans Les Rois thaumaturges, qui est un de ses grands livres sur la période médiévale, il essaye de comprendre pourquoi tout le monde s'est mis à croire que les rois avaient cette capacité miraculeuse de soigner les écrouelles. Et ça renvoie à une question plutôt d'ordre des croyances collectives, des représentations, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'histoire des mentalités, une expression qui n'existait pas à son époque, mais dont son livre est déjà avant l'heure une illustration. Alors peut-être un mot sur L'étrange défaite, qui est un livre, comme vous l'avez dit, composé en 3 parties, donc une présentation un peu personnelle qui est très courte. La déposition d'un vaincu, c'est une analyse sur les raisons de la défaite qui sont liées pour lui, effectivement, d'abord à la responsabilité de l'état-major, ce qu'il appelle l'incapacité du commandement. Et c'est, avant l'heure aussi, une fascinante étude de ce qu'on appellerait aujourd'hui la sociologie des organisations ou la sociologie de la décision, où il pose cette question comment des officiers d'état-major qui sont dans leur ensemble digne d'estime, ont pourtant, de façon indiscutable, nous ont menés à la défaite. C'est-à-dire comment des personnes qui sont individuellement de qualité peuvent produire collectivement des décisions qui sont inférieures en qualité à ce que chacun d'entre eux séparément aurait pu produire, ce qui est une question sociologique aujourd'hui tout à fait classique et très très travaillée par la sociologie des organisations. Et d'ailleurs, Marc Bloch avait suivi à l'École normale supérieure les cours de Durkheim, donc il s'était intéressé à la sociologie. Et les Annales ont intégré aussi cette rencontre entre les disciplines, l'histoire, la sociologie, la démographie, d'autres disciplines naissantes à l'époque qu'on n'appelait pas encore les sciences humaines. Ce que j'ai trouvé très frappant en relisant L'étrange défaite, c'est la concordance entre ces analyses sur les faiblesses de l'état-major, sur les raisons de la défaite, où il met beaucoup en avant le manque d'initiative, la sclérose, le manque de mouvement, la vitesse, le manque de vitesse par rapport à la vitesse de l'armée allemande. C'est que c'est tout à fait convergent avec les analyses de Charles de Gaulle dans ses mémoires de guerre, alors qu'il ne cite jamais de Gaulle. Mais de Gaulle a absolument la même analyse, d'abord sur la responsabilité des chefs et de l'état-major, mais sur l'usage des chars et donc de ce que de Gaulle appelle la force mécanique en permanence, qui expliquent la défaite. Et puis, dans la deuxième partie, l'examen de conscience d'un Français, comme vous l'avez dit, Philippe, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il passe en revue l'ensemble des classes sociales, la bourgeoisie, les syndicats, les partis, les parlementaires. Personne n'y échappe. Vraiment, c'est un regard acide, extrêmement décapant sur les causes de la défaite. Et en fait, sa thèse, c'est que si la France s'est laissée battre, c'est parce que tout le monde partait battu.
que personne ne croyait plus à la victoire. Alors certains, d'abord par pacifisme, Marc Bloch n'était pas du tout pacifiste, par manque de courage, par intérêt, par idéologie, puisque une partie de la droite finalement cherchait dans cette défaite l'occasion de la revanche contre la République et même contre la Révolution. Et donc c'est vraiment une lecture qui reste aujourd'hui extrêmement intéressante de la société française de l'époque. Quand il était dans la clandestinité en 1943, Marc Bloch a écrit dans Pourquoi je suis républicain, la République est le régime du peuple. Cette forme de gouvernement, conçue dans l'Antiquité, a connu des interprétations variées, alors qu'il était admis jusqu'au XVIIIe siècle que la République puisse être aussi bien monarchique, aristocratique ou démocratique pourvu que soit pris en compte le bien commun. La vision française après Rousseau considère qu'une république bien comprise ne peut être qu'une démocratie. C'est ce que deux historiens du droit, Jacques de Saint-Victor et Thomas Brantôme, dans leur histoire de la République en France, nomment l'exclusivisme républicain français. Les auteurs observent qu'à rebours de ce projet, on voit depuis quelques années, sous l'influence du modèle anglo-saxon, s'installer des conceptions communautaristes de la démocratie. Dans cette évolution, l'idée laïque, par exemple, qui marque si profondément la tradition républicaine française, est subvertie. Il s'agit plus, selon eux, de protéger l'État contre les religions, mais à l'inverse, de protéger les religions contre l'État. Formalisée en 1790, la devise de la République française, liberté, égalité, fraternité, a également évolué. Le ternaire s'effaça sous le Consulat et le Premier Empire, dont la devise officielle fut liberté, ordre public. En 1940, Philippe Pétain lui substitua la devise travail, famille, patrie. Aujourd'hui, si 83% des Français se déclarent attachés à la devise, 54% d'entre eux donnent la priorité à la liberté, devant l'égalité, 29% et 17% à la fraternité, mais nombre d'entre eux suggèrent sa mise en œuvre défaillante. La liberté n'existerait pleinement que pour 54% des Français, la fraternité pour 35% et l'égalité pour 31%. Tandis que depuis le 16 juin, le projet de loi constitutionnelle pour une Corse autonome est examiné à l'Assemblée, le juriste Benjamin Morel et le politologue Patrick Weil demandent à ce que ce projet soit retiré au nom des valeurs historiques de la France. C'est un projet qui propose de reconnaître des droits particuliers en raison d'une communauté historique, linguistique, culturelle, ayant développé un lien singulier à sa terre. Je termine ici la citation. Il crée ainsi, font valoir le juriste et le politologue, il crée ainsi ce projet une hiérarchie entre Français, ceux qui se rattacheront à une communauté corse, reconnue, privilégiée, et les autres. Ce serait en rupture radicale et fondamentale avec, et je les cite, les grands principes universalistes qui fondent la République, tout particulièrement le principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d'origine, de race ou de religion, énoncé à l'article 1er de la Constitution. Hiérarchiser les citoyens au regard d'une appartenance culturelle et y attacher des droits différenciés, c'est la définition juridique du racisme, font-ils valoir. Sur cette question, Jean-Louis Bourlange. Oui, le lien est assez difficile à établir avec la... Je voudrais quand même dire un mot encore sur Marc Bloch en réponse à ce qu'a dit Marc-Olivier sur la célébration, la célébration nationale. On connaît la phrase célèbre de Bloch qui dit un vrai Français ne peut que vibrer à la fois au sacre de Reims et à la fête de la Fédération du 14 juillet 1790. Je crois que cette phrase montre la limite et va tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Marc-Olivier, la limite de la mythologie républicaine. La fête du 14 juillet 90, c'est une blague. Ce qui comptait, c'était le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, et c'était difficile à célébrer parce que c'est un acte de violence assez épouvantable. 90, c'est une messe d'abord, qui est servie par ce grand fidèle catholique qui est Talleyrand, et dont l'acolyte est Fouché. Enfin, on voit à quel point tout cela est un pantomime. Et on fait semblant. En réalité, si on réfléchit aux grandes forces symboliques de la République, je crois que on aurait pu, si on avait voulu célébrer quelque chose, mais c'était trop bourgeois.
il aurait fallu célébrer le 20 juin, enfin le serment du jeu de paume, là, où là, la France, les Français, les représentants du peuple se donnaient pour mission de donner une constitution à la France. Mais sinon, les grandes heures, c'est des heures où la défense nationale, c'est là où on retrouve Bloch quand même, où la République et la France sont liées. C'est Valmy, ça, même si la bataille est un peu fumiste, Valmy, ça existe. C'est sans doute le 18 juin 40, c'est Verdun, tout ce qui entoure Verdun, et le 11 novembre 18, qui est vraiment la fête à la fois de la République française qui l'emporte sur l'Empire allemand et de la France qui sauve, qui rétablit sans aucune conquête impérialiste l'étendue de son territoire. Et je crois que c'est là. Et puis alors, il y a cette dimension de l'histoire sociale qui est importante aussi, qui est 36. Là, Bloch dit très bien les choses en montrant que la bourgeoisie est vraiment abusivement crispée sur ses privilèges. Il faut voir ce qu'a représenté 36. 36, c'est la réconciliation du peuple français avec la République. Peuple français qui a été coupé, les masses ouvrières étaient coupées de la République depuis les journées de juin 1848, après la Commune de Paris en 71, ça avait été des ruptures. Il faut voir ce qu'écrivait, par exemple, Gued de la mort de Victor Hugo. Il répand sur Victor Hugo une abomination de qualificatifs horribles, etc. Là, on a ce peuple qui se découvre, qui se reprend. Et c'est là où je suis un peu... Je vais revenir à l'autre question, mais je suis un tout petit peu réservé sur l'analyse trop critique que fait, à mon avis, je comprends très bien, Marc Bloch, de la défaite. C'est normal qu'il ne parle pas du général de Gaulle. Ce texte est écrit en 40. Personne ne sait exactement à l'époque quelles sont les idées du général de Gaulle, etc. Et il est normal qu'il n'en parle pas. Mais il attribue à juste titre, Marc-Olivier l'a dit, une responsabilité essentielle à l'état-major. Et il montre d'ailleurs le mouvement de sclérose de l'état-major. Mais je trouve qu'il est sévère. Et sur la bourgeoisie, malgré l'attitude très pénible de 36, et sur la classe ouvrière. Parce que sur la bourgeoisie la bourgeoisie a quand même, Vinocq le montrait dans un article récent, résisté à la tentation fasciste. Ne serait-ce qu'à travers le colonel de Larocque, qui était tous aux fascistes, tous aux factieux. Et en revanche, et quant à la masse ouvrière, comment ne pas comprendre la vigueur du pacifisme français après les souffrances de la Première Guerre mondiale. Donc je crois il faut regarder avec indulgence, même si il est évident que la France n'avait pas ni la force morale, ni la confiance en elle-même. Les rois thaumaturges, on ne croyait pas à la vertu de tout cela, n'avaient pas la capacité de lutter contre l'Allemagne. Alors aujourd'hui, est-ce que... moi, je suis d'accord avec ce qu'écrivent Veil et Morel sur la Corse. Je crois que le statut de la Corse, c'est exactement un privilège de naissance. Je crois que ça contredit très très directement la déclaration, l'abolition des privilèges, la nuit du 4 août, et la déclaration des droits fondamentaux. C'est reconnaître que si vous êtes né dans une certaine communauté historique, en revanche la communauté corse, vous avez des droits que d'autres Français n'ont pas. Ça, je crois qu'il y a là un problème que le Conseil d'État a soulevé. Est-ce que c'est... alors, par rapport à Bloch, c'est intéressant parce que c'est quand même cette histoire sociologique est une des justifications en disant ce qui compte, c'est pas les structures juridiques simplement, c'est la réalité sociale des Noirs, la réalité sociale des musulmans, la réalité sociale des Corses. Il faut prendre en compte ça, ce qui débouche sur le wokisme. Alors effectivement, une certaine interprétation historique délirante de l'école des Annales pourrait conduire à ça. C'est absolument pas l'approche de Bloch, qui, comme je le disais tout à l'heure, reste
totalement fidèle à l'universalisme français. Et je pense que l'universalisme se porte très mal en France aujourd'hui. Or, il est combattu à la fois par tout un ensemble de groupes, de factions, y compris le Rassemblement national, qui cultive la division de la France, qui estime qu'il y a un certain nombre de centaines de milliers de gens qui ne sont pas de vrais Français, et qui est condamné par le progressisme anglo-saxon, wokisme, etc. Et là, effectivement, Bloch apparaît comme une sorte de référence assez fondamentale. Alors, il faut inventer un universalisme qui ne soit pas une laïcité qui ne soit pas agressive, mais qui ne soit pas molle, et un universalisme qui prenne en compte les différences de situation, de culture. Je crois que c'est ça la porte étroite vers laquelle que nous devons essayer de franchir, et que manifestement nous ne franchissons pas. Marc-Olivier Padis. Oui, il y aurait encore beaucoup à dire sur Marc Bloch, mais pour passer à la discussion sur République et démocratie, moi j'ai toujours été réticent à cette construction en opposition de ces deux termes. La France, c'est une démocratie de forme républicaine et une république démocratique. Et je trouve très artificielle et un peu sémantique ces manières d'opposer les deux termes. Évidemment, on n'est ici pas dans des dans des cénacles académiques. Ce sont des termes qui sont utilisés dans le cadre de conflits politiques. Donc, c'est des termes qui sont chargés de connotations, de polysémie. C'est des termes à la fois rassembleurs, des mots obus et des cibles, et donc avec une profondeur historique complexe. Mais c'est vrai qu'il y a eu un mouvement néo-républicain depuis, d'ailleurs, disons, la célébration du bicentenaire de la Révolution en 1989, qui a voulu installer un nouveau clivage dans la vie politique entre républicains et démocrates qui devait se substituer aux anciens clivages, et d'ailleurs y est en partie parvenu, mais sans complètement les remplacer. Et donc maintenant, ça s'est ajouté au clivage que connaissent la France. Et donc quelques arguments pour dire que, selon moi, on ne peut pas opposer les deux. C'est que, par exemple, les historiens disent que notre régime se caractérise par un certain nombre de grandes lois républicaines. Et les grandes lois républicaines, c'est quoi ? C'est les lois prises dans les années 1880, au moment où la République va être proclamée. Donc, l'instruction primaire obligatoire, la liberté de la presse en 1881, la liberté syndicale en 1884, la liberté d'association en 1901, la laïcité en 1905. Ce sont toutes des lois de liberté, fondamentalement. Ce sont des lois libérales. Donc, il n'y a pas d'opposition entre république et libéralisme, comme certains voudraient nous le faire croire. Et il n'y a pas non plus d'opposition entre la République qui serait du côté du devoir, du patriotisme, de l'ancrage historique, et la démocratie qui serait en quelque sorte du côté des droits de l'homme, de l'hédonisme, de l'économie et de l'oubli d'une espèce d'universalisme qui serait plutôt un cosmopolitisme hédoniste. Et j'en veux pour preuve le fait que, pour moi, en fait, les seuls penseurs républicains qui ont vraiment construit quelque chose de durable et de substantiel dans la pensée politique française, ce sont les républicains sociaux, ceux qui ont inventé le solidarisme à la fin du 19e et qui sont à l'origine des grandes lois sociales à partir de la loi sur les accidents du travail. Donc, je veux dire, Léon Bourgeois, Célestin Bouglé, Ferdinand Buisson, qui sont tous des républicains, qui sont des radicaux, mais qui pense qu'il faut répondre à la question sociale, qui est la question qui a été laissée de côté qui est laissée ouverte. C'est le grand conflit tout au long du 19e, après la Révolution française. C'est comment est-ce qu'on traite la question sociale dans le cadre des institutions républicaines. Et eux, ils trouvent une manière une réponse républicaine à la question sociale, donc pas une réponse socialiste ni communiste, sous la forme originale du service public, qui est la réponse française à la question française. Et c'est à la question sociale, pardon. Et cette généalogie a été quelque peu oubliée, alors que ces auteurs ont formulé une pensée tout à fait rigoureuse et intéressante autour de la dette sociale. C'est-à-dire, c'est
l'idée que chacun d'entre nous naît endetté parce qu'il a hérité de la société, de ceux qui nous ont précédés, des institutions, tout un patrimoine, et que il faut, tout au long de notre vie, on rend en fait ce qu'on a reçu de par notre naissance. Et tout ça s'accompagne chez eux d'une réflexion sur les coopératives, les mutuelles, sur toutes ces formes qui viennent de la société, qui viennent pas de l'État, qui viennent de la société et qui construisent la solidarité sociale qui est indispensable. Et ils avaient dans cette réflexion, pour eux, il y avait une dimension à la fois scientifique et morale, qui est assez républicaine d'ailleurs, mais aussi des institutions sociales, donc qui ne viennent pas toutes du Conseil national de la résistance. En réalité, tout ça a été construit déjà par le solidarisme à la fin du XIXe siècle. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur le point des grandes lois de la République, c'est vrai, c'était le mot il y avait deux mots qui étaient très intéressants. L'un de Bourgeois qui disait à la droite, vous acceptez la République, mais acceptez-vous la Révolution? Et en fait, la Révolution, c'était, on acceptait le contenant, la République, et le contenu était mis en cause. Et c'est la phrase qui sera prononcée par ce républicain très laïque, mais fondamentalement modéré, cet ami de Poincaré, qui était Louis Barthou, qui dit la République, c'est l'ensemble de ces grandes lois, ce que vous avez évoqué, Marc-Olivier, de ces grandes lois de laïcité. J'ai une nuance quand même à apporter. C'est que autour de Jules Ferry, je trouve que Jules Ferry, qui est un personnage que j'admire énormément, je partage le culte que Mona Ozouf porte à Jules Ferry, mais j'ai une limite précise sur notamment la loi de 1880 sur l'université, car je crois que Ferry a été ressaisi par une conception un peu abusive du positivisme et du parce que en 1880, sa conception, son discours sur le monopole de la collation des grades, c'est-à-dire la remise en cause de la loi de 1875, qui avait été votée par une chambre centriste en réalité, l'accord du centre-gauche et du centre-droit, des républicains très modérés et des orléanistes, cette remise en cause, à mon avis, était assez funeste, car elle était d'esprit jacobin, ce qui est un paradoxe, parce que personne n'a été plus anti-jacobin dans son état d'esprit que Ferry, parce qu'elle a créé le monopole, et elle a créé une université qui était un ensemble national qui n'a jamais réussi à se gérer comme tel. Ça a empêché une éclosion du monde universitaire à l'anglo-saxonne, à l'anglaise, à l'américaine, qu'on aurait pu. Et face à cela, il y a des gens qui sont très... Laboulé, par exemple, qui a contribué beaucoup à l'établissement de la République, qui était le rapporteur de la loi de 75, au Sénat conteste la position de Ferry, Jules Simon aussi, il y a beaucoup de gens qui le contestent, et même Littré, franc-maçon très proche de Jules Ferry, est assez hostile à l'idée d'empêcher les congrégations d'enseigner. Il s'en réfère à Mirabeau qui disait Mirabeau avait une formule provocatrice, chacun a le droit d'enseigner ce qu'il sait, et il ajoutait même ce qu'il ne sait pas. Donc je pense qu'il y a eu cette limite qui explique un certain nombre de réserves. Mais dans l'ensemble, on voit bien que c'est bien ce lien entre le patriotisme, la République et les grandes lois de liberté qui fondent la base de notre engagement, et Marc Bloch est de ce point de vue-là un héros absolu de cette affaire-là. Et maintenant, on voit bien que nous sommes en train de ne plus savoir. Moi, ce qui me frappe dans la situation actuelle, c'est que nous ne savons plus. C'est pas que nous sommes pour ou contre, mais c'est que les grands débats fondateur de la République, avec des oppositions, Monseigneur Freppel, qui s'oppose à Jules Ferry, dans des débats d'un niveau intellectuel impressionnant. Tout ça n'existe plus. Nous avons ces misérables réunions de l'Assemblée nationale où vraiment les grands problèmes du pays, de la construction de la France, de son rapport à l'ensemble européen, de son rapport aux valeurs fondamentales qui ont fondé l'après-guerre, du rapport entre la liberté, la solidarité, l'égalité,
réalité, tout cela est noyé sous des mises en cause personnelles, des injures, etc., qui fait que plus personne ne s'y retrouve. C'est ce qui me paraît absolument choquant et impardonnable de la part des gens qui nous dirigent au sens le plus large du terme. Je ne parle pas du président ou de la majorité des trucs, mais au sens général du terme, c'est cette incapacité à poser véritablement le problème du destin de ce pays par rapport aux exigences du temps présent et de l'avenir. À lire Marc Bloch, on a l'impression que le Parlement d'aujourd'hui ressemble davantage au Parlement de la fin de la Troisième République qu'à celui de Jules Ferry et des débats auxquels vous faites allusion. Marc Olivier. Oui, c'est intéressant que Jean-Louis soit amené à parler de la question universitaire, parce que dès qu'on parle de République, on parle forcément d'éducation. C'est un des grands sujets de la République. Et en même temps, c'est un paradoxe, parce que c'est un des grands échecs de la République française. La difficulté... Pas l'école primaire. Pas l'école primaire, mais en particulier le fait de n'avoir pas... défendu un système universitaire puissant, comme on en trouve en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis. Et autonome. Et autonome. Mais puis, il n'est pas puissant parce qu'il est dépendant. Il a toujours été sous la coupe d'un ministère qui veut surveiller le contenu de chaque UFR, de chaque université. C'est un centralisme d'un autre temps, et d'ailleurs qui n'a jamais fonctionné. D'ailleurs, c'est tout à fait fascinant de voir que Marc Bloch, donc, qui était fils de prof, son père, Gustave Bloch, enseignait l'histoire antique à l'école normale supérieure, Louis le Grand, Normale Sup, l'agrégation, la thèse, prof à Strasbourg, qui était une des grandes universités européennes après la guerre, puis à la Sorbonne, enfin vraiment un produit de l'école française, écrit pendant la guerre, pendant la Résistance, un texte qui est absolument remarquable, qui est un projet pour l'enseignement, qui s'appelle « Sur la réforme de l'enseignement », qui est dont le premier sous-titre dit « Pour une révolution de l'enseignement », c'est pas du tout pour une réforme. Et c'est pas un hasard que Marc Bloch soit amené, en tant que républicain, à réfléchir sur l'école. Je dis d'ailleurs au passage qu'il était proche, au moins intellectuellement, je ne sais pas s'il y avait des contacts, mais de Jean Zay, qui était le ministre de l'Éducation du Front populaire, qui a fait un travail extraordinaire. Jean Zay qui était aussi lui-même un juif alsacien, un optant, comme disait Jean-Louis. Il paraît qu'il n'était pas juif. Et on dit que c'est le seul cas connu de victime de l'antisémitisme d'un non-juif. De toute façon, moi j'ai une admiration sans borne pour Jean Zay. Mais le martyr de Jean Zay, c'est quelque chose qui vaut celui de Bloch. Et le livre que Jean Zay a écrit en prison, donc puisqu'il a été emprisonné par Vichy, qui s'appelle « Souvenirs et solitudes », qui est un livre absolument remarquable. Et Jean Zay est entré au Panthéon lors du quinquennat de François Hollande, où il a fait entrer en même temps Pierre Brossolette, Geneviève de Gaulle, Germaine Tillon et Jean Zay, ce qui était une belle cérémonie autour de figures de la résistance. Et donc, ce texte, je le recommande, je sais, il est toujours trouvable dans l'édition de L'étrange défaite qui est en folio, donc sur la réforme de l'enseignement. C'est extraordinaire parce que c'est une autocritique du système d'enseignement français, où il commence en disant « En France, on bâche trop, il y a une manie d'évaluation qui est tout à fait excessive, qui conduit au conformisme, au manque de curiosité, au manque de plaisir, au manque d'initiative. On donne beaucoup trop de notes, il faudrait avoir un système de notes beaucoup plus simple, il faudrait valoriser beaucoup plus la curiosité des élèves, arrêter le bachotage, laisser la place aux universités, à la place des grandes écoles d'application qui ont été mises en place par Napoléon. C'est absolument, ça reste un texte absolument révolutionnaire dont je recommande encore aujourd'hui la lecture. Jean-Louis Bourlanges. Oui, sur ce point précis, je crois que c'est tout à fait intéressant et il se situe effectivement tout à fait en parallèle avec les réformes de Jean Zay. Cela dit, lui et Jean Zay sont des gens qui voient l'avenir de l'éducation, de la recherche, à partir d'une réforme du sommet, fondamentalement. Et ce que vous venez de dire sur les écoles d'application est très significative. En réalité, par rapport au constat que je faisais tout à l'heure, ce qui s'est passé, c'est que les seules libertés d'autonomie, c'était les écoles, notamment l'école libre des sciences politiques, à partir de 1870. Et c'était des gens qui recevaient une bonne partie
de l'élite étudiante. Par exemple, je crois, ma statistique est peut-être un petit peu approximative, mais c'est de cet ordre-là. Avant la guerre de 14, un quart des élèves qui réussissaient en maths LM entraient à Polytechnique. C'était pas du tout, c'était donc la voie normale. Et ce qui s'est produit, et là, la République n'a jamais été capable, la République 3e, 4e, 5e, n'a jamais été capable de penser cela de façon intelligente et progressiste. Ce qui s'est produit, c'est que il y a eu un gonflement, une massification de l'enseignement dans l'enseignement public, primaire, secondaire, supérieur, le plan Fouché, enfin toutes ces histoires-là. Et en revanche, il y a eu stagnation de ce que vous appelez les écoles d'application. Alors qu'en réalité, il y a donc un malthusianisme du côté des écoles d'application qui a été très fatal, parce qu'il aurait fallu que ces deux choses progressent parallèlement, parce que c'était à la fois la progression de l'égalité d'un côté et la progression de l'autonomie, donc de la créativité de l'autre. Et c'est ce déséquilibre-là qui est au cœur de nos difficultés actuelles, de la diabolisation des grandes écoles, qui sont considérées comme élitistes, et de l'avachissement de l'université, qui n'arrive pas à trouver les marges de créativité nécessaires pour assurer un véritable renouveau. Et ça, je dois dire que les grands philosophes républicains n'arrivent pas à l'envisager en termes à la fois progressistes et rigoureux. Marc-Olivier Padis. Nous avions fait, il y a quelque temps, une émission thématique sur Georges Pompidou. On voit très bien ça pour Georges Pompidou. C'est-à-dire qu'il sent qu'il y a cette marée des néo-bacheliers qui arrivent, et on sent qu'ils n'arrivent pas à se résoudre à ouvrir l'université. Ils n'arrivent pas à concevoir que tous ces gens qui ont le bac vont pas s'arrêter là. Ils ont envie de poursuivre des études. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il était un ancien étudiant de l'école normale supérieure, mais il n'arrive pas à se dire, ben oui, en fait, maintenant, il faut suivre le mouvement et puis accueillir tous ces gens qu'on a poussés vers le bachelier dans les études supérieures. C'est le mouvement naturel. Et donc, tout ça s'est fait à reculons, à contre-cœur, à contre-temps. Chez De Gaulle aussi. De Gaulle, Narbonne, son conseiller, était extrêmement élitiste. Mais ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'est qu'il fallait combiner à la fois l'accès du plus grand nombre à des études supérieures. Le bac n'était pas une fin de partie, c'était d'ailleurs historiquement, enfin, c'est un premier grade de l'enseignement supérieur. Donc c'est tout à fait significatif. Mais que ça ne pouvait pas être conduit sans une profonde acceptation de la diversification du système. Marc-Olivier. Oui, donc ça fait partie de, disons, ce manque de dynamisme et de souplesse des institutions républicaines que diagnostique Marc Bloch, et donc qui reste encore aujourd'hui. On a l'impression toutes ces difficultés des institutions à prendre en compte des nouvelles aspirations et des mouvements de la société. Je pense qu'on peut un instant s'arrêter et rêver à ce qu'aurait pu être l'évolution de la société française avec la vraie autonomie des universités, non pas celle qui est aujourd'hui sur le papier, mais celle qui aurait pu faire qu'à Clermont-Ferrand, il y aurait l'équivalent de Cambridge ou d'Oxford, etc., etc. Même à Clermont-Ferrand. Et même à Clermont-Ferrand, en dépit de la médiocrité des liaisons ferroviaires. Non, ce sont les liaisons ferroviaires, alors, leur médiocrité auxquelles Jean-Louis faisait allusion à l'instant même, et non pas aucune espèce de critique des Auvergnats, dont le gendre de Marx disait qu'ils sont les Chinois de l'Europe, pour montrer leur capacité de travail. Je vous remercie. En général, pas en général, d'ailleurs, toujours les thématiques se font sans qu'il y ait de brève. C'est pourquoi je vais me permettre d'en faire une quia ego nominor Leo, comme disait l'autre, because je m'appelle Léon. Mais Marc-Olivier a aussi une brève, donc mon... Moi, j'ai trouvé que Marc Bloch, c'était une brève suffisamment longue pour qu'on n'en fasse pas une autre. Donc, non, je voudrais juste simplement dire à quel point l'exposition Matisse au Grand Palais est une réussite formidable
et à quel point on se rend compte aussi que la réussite d'une exposition tient évidemment à celui qui est exposé ou à ceux qu'ils sont, tient évidemment à leurs œuvres, mais aussi à la scénographie. C'était très impressionnant déjà au Louvre avec l'exposition David, qui était magnifiquement mise en scène, puisque c'est ça dont il s'agit, et c'est aussi très impressionnant dans ce bâtiment gigantesque qui permet justement de laisser respirer entre les œuvres, et cette exposition de la fin de la vie de Matisse, ses dernières peintures, et puis ces collages qui ne sont pas la réputation qu'ils en ont d'être une espèce de passe-temps de vieillard. J'aimerais bien, quand je serai un vieillard, c'est-à-dire lundi prochain, avoir des passe-temps de cette nature. Donc voilà, j'ajoute que c'est lundi prochain que vous êtes un vieillard. Oui, que je suis homologué comme tel. Bon anniversaire. Et donc, je signale qu'au Grand Palais, il fait plus frais que dans beaucoup d'endroits. Marc-Olivier Padis. Je en profite pour signaler deux choses. D'abord, à propos de Marc Bloch, la série documentaire de France Culture. Marc Bloch, un historien au Panthéon, en 4 épisodes, qui est une série documentaire très bien faite. Et puis, comme je suis sur les podcasts, je voudrais recommander aussi dans les sagas musicales de France Musique les épisodes qui sont consacrés à Miles Davis, Révolution Jazz, 5 épisodes, puisqu'on a célébré en mai le centenaire de la naissance de Miles Davis. La semaine dernière, François Bujon de l'Étang a consacré sa brève à Sonny Rollins et il nous a rappelé un peu les disques majeurs de Sonny Rollins. Et donc, cette série des sagas musicales de France Musique met bien en valeur les disques qui ont marqué l'histoire du jazz et l'histoire de la musique tout court, avec à chaque fois, ce qui est fascinant avec la personnalité de Miles Davis, c'est qu'il a en quelques disques ouvert à chaque fois des nouvelles perspectives. Donc en 1957, Birth of the Cool, comme son nom l'indique, la naissance du cool jazz. En 59, Kind of Blue, qui est un chef-d'œuvre absolu, et on dit découverte du jazz modal. En 1969, avec Beaches Brew, il passe à l'électrique. Et encore en 1986, avec Toutou, qui est un disque peut-être un peu moins aimé, mais moi que je trouve toujours aussi intéressant. Il donne encore une nouvelle orientation au jazz fusion, etc. Donc, c'est une saga extrêmement intéressante et très bien documentée qui permet de comprendre l'apport de Miles Davis à l'histoire du jazz. Quand on dit brève, Jean-Louis Bourlange est immédiatement sur le coup. Oui, non mais je n'ai pas préparé le brève, mais je voudrais signaler, c'est un peu un plaidoyer pro domo parce que je suis membre du jury du prix géopolitique, que le prix géopolitique a été attribué à deux œuvres. On donne 2 prix, on donne un prix, c'est comme le Nobel et le Goncourt, on donne un prix pour toute l'œuvre et on donne un prix à un livre particulier. Le prix spécial a été attribué à Françoise Thom, qui est une très grande analyste de la Russie et du système soviétique et post-soviétique. Je crois que c'est très important. Et dans le même esprit, nous avons donné le prix à Céline Maranger, qui écrit sur la guerre d'Europe qui a commencé. Alors, ce sont 2 signaux assez clairs qui ne sont pas résolument pro-poutiniens. Je voudrais ajouter, j'ai failli le faire la semaine dernière, mais on était un peu juste, quand François Bujon de l'Étang a fait l'éloge de Sonny Rollins, rappeler simplement l'existence, dans la même catégorie d'instruments, d'un merveilleux musicien français, moins connu, mais dont la discographie est formidable, qui était Guy Lafitte. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium. Merci à Nicolas Tourneau qui veille au site et à Olivier Magloire qui veille aux plateformes de financement et aux questions qui tournent autour d'elles. Merci à Flavien Cagnard qui a enregistré cette conversation pour le studio L'Arrière-Boutique. Et merci à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes qui produisent cette émission. Rendez-vous mercredi pour la 2e de mes conversations avec Patrice de Montcamp sur les passages couverts parisiens. Et rendez-vous dimanche prochain pour un nouvel Esprit Public.